Donc les enjeux, je crois qu'ils sont partagés par tout le monde. Moi, je vous suggérais qu'on puisse nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière. Donc on met fin à la faim, on met fin à la malnutrition. Dans l'humanité, il faut que tout le monde ait accès à une alimentation équilibrée, donc des calories, des protéines, des minéraux, des vitamines, des fibres, des antioxydants. Donc une alimentation équilibrée, mais je ne veux plus voir de faim ni de malnutrition. Donc aucune carence. Alors évidemment, c'est aussi une alimentation équilibrée sans excès. Donc éviter les excès de sucre, éviter les excès de sel, éviter les excès d'acides gras saturés, l'huile de palme et ce genre de choses. Et on m'a dit, y compris l'alcool, paraît-il, avec modération. Donc je crois qu'on va être prudent. Mais aussi, il faut que les ingrédients soient sains. C'est-à-dire une alimentation saine. Donc moi, ce que je vous suggérerais, c'est qu'il n'y ait pas de listériose, c'est qu'il n'y ait pas de salmonellose, c'est qu'il n'y ait pas d'Escherichia coli. Alors ceci étant, ça a beaucoup progressé en France au cours des dernières décennies, parce que le respect de la chaîne du froid et autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand il y a une salmonellose, une listériose, ça fait un peu scandale. Mais on y était plus accoutumé, je dirais, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ça paraissait plus ordinaire. Donc la mortalité infantile a considérablement diminué, ça fait partie vraiment des bonnes nouvelles. Sauf qu'aujourd'hui, la grande crainte, alors il y a sans doute des médecins parmi vous, c'est ce qu'on appelle l'antibiorésistance. L'antibiorésistance, c'est quand le médecin vous prescrit un antibiotique et ça n'a pas d'effet. Et pourquoi ? Parce que dans le microbiote du corps humain, il y a des bactéries mutantes résistantes à l'antibiotique qui prolifèrent. Les concurrentes ayant été éliminées par l'antibiotique, celles-là prolifèrent et du coup, aucun effet. Et pourquoi donc développe-t-on des antibiorésistances ? Alors c'est parfois qu'on ingurgite trop d'antibiotiques, mais c'est aussi que parfois, dans nos résidus de nourriture, et la viande en particulier, il y a des antibiotiques, et il y a des antibiotiques quand les animaux sont shootés aux antibiotiques à titre préventif. En principe, c'est interdit, mais néanmoins, on voit que ça existe, et il faudra y mettre fin. Donc, moi, je vous suggère des viandes sans antibiotiques, si vous en êtes d'accord. Et puis alors maintenant, plus inquiétant presque encore, mais c'est plutôt de l'ordre de la prédiction, on prédit aux jeunes qui ont été exposés à des perturbateurs endocriniens, des molécules qui perturbent le fonctionnement de nos glandes endocrines, dont la thyroïde, ces jeunes qui ont été exposés depuis in utero, donc exposition de la femme enceinte, jusqu'à la fin de la croissance, on va dire 16-18 ans, ces jeunes qui ont été exposés à ces perturbateurs endocriniens, on leur prédit une espérance de vie en bonne santé, sans Alzheimer, la perte de mémoire, sans Parkinson, les tremblements, sans cancer du sein, sans cancer de la prostate. On leur prédit une espérance de vie en bonne santé d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs, qui quand j'étais gamin, quand j'étais fœtus, je n'étais pas exposé à ça. Et sachez que c'est la régularité de l'exposition et l'âge de l'exposition, depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, et la régularité de l'exposition, plus que la dose, c'est la régularité de l'exposition à ces molécules qui fait que, effectivement, des maladies qui étaient considérées comme des maladies de vieux, des maladies du vieillissement, vont apparaître plus précocement. Et je pense que c'est extrêmement dommageable. Je vois les jeunes, quand on leur indique ça, oui, vous avez été exposé à ça, et on vous prédit une espérance de vie en bonne santé, et l'apparition de ces maladies chroniques bien plus précocement que pour les gens de ma génération, tout simplement parce que des perturbateurs endocriniens, l'exposition la plus régulière, c'est précisément celle qu'on trouve dans la nourriture, c'est celle qu'on peut trouver éventuellement dans l'eau du robinet. Et donc il y a urgence, vous l'imaginez, de faire en sorte que nous ne soyons plus jamais, et que les jeunes ne soient plus jamais exposés à ces perturbateurs endocriniens, et notamment donc les résidus pesticides, un grand nombre de résidus de pesticides qu'on peut trouver dans la nourriture, les fruits, les légumes, les céréales, qu'on peut trouver aussi dans l'eau de la nappe phréatique, l'eau de surface, l'eau du robinet. Alors on essaye de la dépolluer d'un certain nombre de ces molécules, c'est quand même vrai, mais voilà, il nous faudra éviter tout ça. Et du coup, je voudrais très clairement vous dire que dans les débats que vous observez aujourd'hui, on voit à la télévision, les débats à l'Union européenne et autres choses, par exemple, on réautorise pour 10 ans l'emploi de ce fameux glyphosate. Vous savez, ce glyphosate, c'est le fameux désherbant à large spectre qui est capable de détruire tout sauf éventuellement
la plante transgénique si elle résiste à ça. Mais eh bien, on nous dit cancérigène probable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que moi, comme scientifique, je m'interdis de vous dire cancérigène avéré. Ah bon? Parce que cancérigène avéré, pour un scientifique, ça veut dire statistiquement avéré. Et donc le scientifique s'interdit de vous le dire, puisque ce n'est qu'une prédiction scientifique. Mais néanmoins, je tiens à vous le dire tout de suite, c'est parfaitement démontré. Les gens qui connaissent bien nos glandes endocrines, la glande thyroïde en particulier, ceux qui connaissent bien la molécule, en fait c'est un métabolite, c'est un produit de décomposition du glyphosate qu'on appelle AMPA, A-M-P-A. Vous pouvez tout de suite vérifier ce que je vous raconte sur Internet, hein, AMPA. Cette molécule, c'est bien démontré que c'est un perturbateur endocrinien, avec tous les effets de cancer prématuré, cancer du sein, cancer de la prostate et les maladies neurodégénératives prématurées, Alzheimer, Parkinson. Donc c'est démontré. Et donc le mot probable est très trompeur. Même si les scientifiques s'interdisent de dire c'est avéré, ce sera avéré que dans 80 ans. On pourra comparer les moyennes statistiques de l'âge d'apparition de ces maladies. On ne connaît même pas encore la moyenne statistique de l'apparition de ces maladies pour les gens de mon âge. Donc pour la comparaison avec les jeunes générations, il nous faudra encore attendre longtemps. Mais c'est dès maintenant, bien évidemment, puisque c'est démontré, scientifiquement démontré, qu'il nous faut cesser d'ingurgiter ces produits-là. Et je vous dis tout de suite, vous avez sans doute entendu parler du chlordécone en Martinique. Il y a effectivement une trentaine, quarantaine d'années, on a dit bon, on va autoriser, on va donner une dérogation, on va leur autoriser de prolonger l'emploi de ce produit, parce que ce n'est pas encore statistiquement avéré. Mais c'était démontré. Et aujourd'hui, c'est statistiquement avéré, et c'est même bien plus grave que ce qu'on imaginait. Vous savez, la science, elle progresse comme ça. Elle fait des hypothèses, ensuite elle démontre, et éventuellement, si elle peut, elle expérimente. Alors pour ces produits-là, on expérimente sur des rats. Hein, je ne vais pas expérimenter avec vous. Là, cette moitié, vous serez exposé au glyphosate, et vous, ben, vous avez de la chance de tomber sur la bonne moitié. Heureusement qu'on m'interdit de jouer à ça. Donc, on expérimente sur les rats, mais sur les humains, c'est vrai, il faut attendre l'histoire. Mais vous savez aussi qu'il y a 33 ans, le fameux rapport du groupe interétatique des experts sur le climat nous annonçait le réchauffement climatique global. Ça nous était prédit. Et il y a même quelques-uns, et je connais même un scientifique, qui a utilisé sa caution scientifique, je crois même qu'il était ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, je vois que certains d'entre vous voyez bien de qui je parle, pour dire, c'est pas avéré, c'est de la modélisation. Ben oui, mais la science, elle progresse comme ça. Hypothèse, démonstration, expérimentation éventuelle, et même modélisation, c'est-à-dire on a des modèles prédictifs où on est capable de dire, en fonction de la teneur croissante de gaz carbonique, la teneur croissante de méthane, la teneur croissante de protoxyde d'azote, l'effet de serre va s'accroître et la température va augmenter de tant de degrés. Alors il y a quelques incertitudes, d'ailleurs pour le GIEC, on découvre qu'on est obligé de revoir à la hausse le modèle prédictif. Mais moi, ce que je vous suggère, c'est qu'on n'attende pas 80 ans pour mettre fin à tous ces produits toxiques et notamment tous les perturbateurs endocriniens, et notamment cette exposition régulière, c'est dans la nourriture, c'est dans l'eau du robinet. Voilà, donc je voulais quand même vous dire ça. Donc des ingrédients sains. Alors maintenant, nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, durable, ça veut dire qu'il ne faut pas porter préjudice aux générations futures. Je parle justement des jeunes, à qui je suis obligé quand même de leur dire que leur prédit quand même une espérance de vie en bonne santé, peut-être d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération. Mais en plus, si je commence à leur dire, oui, puis quand vous serez adulte, il n'y aura plus d'humus dans les sols, il n'y aura plus de biodiversité, il n'y aura plus de pollinisateurs, l'écosystème est foutu. Si on pouvait s'éviter ça, donc durablement, ça veut dire que les potentialités productives de nos environnements, les potentialités productives des écosystèmes aménagés par les agriculteurs, hein, les agro-écosystèmes, disent les scientifiques, mais ces écosystèmes, un bocage, c'est un écosystème qui n'est pas complètement naturel, ça a été aménagé par les agriculteurs, mais ça avait le mérite, et ça a encore le mérite, c'est que ça peut être productif et durable. La rizière, moi j'ai commencé mon travail quand j'étais jeune agronome, fier d'être diplômé agronome, on m'envoie à Madagascar enseigner la riziculture améliorée en comparaison avec la riziculture traditionnelle. Et donc j'avais fait des cours, alors j'avais posé la question, c'était un remplacement de mon service militaire à l'époque,
les agronomes pouvaient faire un service civique plutôt qu'un service militaire. Et voilà, il fallait que j'enseigne la riziculture améliorée, à l'opposé de la riziculture traditionnelle. Alors je pose la question, mais je connais quand même moins la riziculture que les paysannes et les paysans malgaches. On va dire, oui, vous avez tous les bagages scientifiques pour comprendre que la riziculture améliorée, c'est quand même meilleur que la riziculture traditionnelle. Et d'ailleurs, en une semaine, à Tananarive, là, à votre arrivée, on vous donne le discours qu'il faut tenir. Et puis voilà que je suis convaincu, agronome formaté, que la variété IR8, variété à haut potentiel génétique de rendement, à paille courte, feuilles érigées, résistante à la verse, à haut potentiel génétique de rendement, et comme elle est à paille courte, elle est concurrencée par des herbes aquatiques. Donc il fallait aussi que j'enseigne l'herbicide. Et puis cette variété sélectionnée aux Philippines, donc en station expérimentale, toutes choses égales par ailleurs, sans nématodes, sans insectes, sans rien, cette variété qui avait été sélectionnée comme ça, elle était sensible à un champignon pathogène qu'on appelle la périculariose, il fallait que j'enseigne le fongicide. Et puis elle était aussi sensible à un virus qui était transmis par un insecte, et donc j'enseignais aussi l'insecticide. Mais au moins j'étais fier, je savais ce qu'était une variété améliorée, je savais ce qui était bien. Je savais ce qu'était une mauvaise herbe, je savais ce qui était mal. Je connaissais le bien et le mal, j'étais proche de Dieu. Et ces femmes malgaches m'ont dit que j'étais nul. Elles n'ont pas mis longtemps à m'expliquer. Dès que j'ai mis les pieds dans la rizière, il y a des poissons entre les orteils, ça chatouille. Dans la rizière, il n'y a pas que du riz. C'est compliqué. Et donc elles m'ont expliqué qu'avec mes produits en seed, insecticides, herbicides, fongicides, je tuais des poissons, je tuais des canards, je tuais des grenouilles, je tuais des escargots. Je tuais toutes leurs sources de protéines. Pour accroître le rendement du riz, donc j'ai vite compris que j'étais nul. Et alors en plus, après, alors c'était facile à voir, que les canards picoraient ce que j'appelais la mauvaise herbe, l'herbe adventice, donc il n'y avait pas besoin d'herbicide. Et les canards picoraient l'insecte prédateur, transmetteur, l'insecte ravageur transmetteur des virus, il n'y avait pas besoin d'insecticide. Et les canards picorent les escargots ravageurs du riz. Donc il n'y avait pas besoin de mes produits en seed. Donc ma riziculture améliorée, c'était la riziculture empirée. Donc on va arrêter ça si vous êtes d'accord, mais ça veut dire qu'il nous faut reconnaître que l'objet de travail des agriculteurs, c'est pas une plante, et on ne va pas mesurer un rendement, mais c'est un écosystème agricole aménagé. D'ailleurs, si l'Asie est si densément peuplée aujourd'hui, et qu'elle a réussi à maintenir ses forêts vierges pendant longtemps, celles qu'on est en train de détruire là pour faire de la pâte à tartiner, là, d'huile de palme ou de l'EVA, ce genre de choses. Mais ces forêts ont été maintenues pendant très longtemps, comme réserve naturelle, parce que très tôt, les populations asiatiques ont inventé la rizière, productive et durable. Alors ces femmes ne m'ont pas tout raconté, qu'il y avait des cyanobactéries qui fixaient l'azote de l'air, qui fertilisaient le riz, et qu'il y avait des... Enfin, évidemment, j'ai appris après à progresser en agroécologie, mais je crois que quand je vais parler d'agroécologie, c'est la discipline des agroécologues, ces scientifiques qui essayent de rendre intelligible la complexité des écosystèmes agricoles, donc aménagés par les agriculteurs. Et cette complexité, parfois, il faut la ressusciter. Parce que pour favoriser la croissance et le développement d'espèces domestiques, il nous faut être honnête, beaucoup d'agriculteurs ont trop simplifié, du blé, pas un coquelicot, pas une chenille, monoculture. Alors ça, c'est la catastrophe. Donc, vous allez voir que l'agriculture biologique, précisément, est une façon... Alors, peut-être que le meilleur exemple, c'est quand même la ferme dans laquelle nous avons été invités tous ici aujourd'hui. Je veux dire, quand on me dit, voilà, il y a des mélanges céréaliers, légumineuses, voilà, il y a les céréales, mais aussi il y a de la févrole, il y a aussi du pois fourragé, il y a du... Ah bon, oh là là, et dans le même champ, oui, en culture associée, oh oui, oh là là, que c'est compliqué. Oui, je crois qu'on va devoir réhabiliter des écosystèmes plus durables, plus diversifiés. Pour l'agriculteur et l'éleveur, il faut savoir aussi qu'un système de production diversifié, c'est plus résilient. Quand arrive un accident climatique extrême, et on sait que ça va nous arriver, parce qu'il va falloir s'adapter au réchauffement climatique, autre enjeu, il va peut-être falloir aussi l'atténuer, mais s'adapter au réchauffement climatique, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc oui, la diversification au sein de la ferme, au sein même des parcelles, au sein même des terroirs, des écosystèmes agricoles très diversifiés, c'est que quand arrive un accident climatique extrême, c'est pas encore la faillite. Certes, parce qu'il y a d'autres productions qui seront moins affectées. Et donc ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est une façon effectivement d'avoir des revenus résilients, et même les écosystèmes. C'est connu, tous les écologues vous diront
qu'un écosystème diversifié, quand il est affecté par un accident climatique extrême ou par une attaque d'un ravageur, certes il est affecté, mais il retrouve ses potentialités productives plus vite. Donc voilà, je pense que les enjeux, c'est ça, nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière, pas de faim, pas de malnutrition, des ingrédients sans produits acides, pas d'antibiotiques dans la viande, et un écosystème dans lequel on va maintenir les potentialités productives, c'est ce qu'on appelait la fertilité des sols. Ça va être, il ne faut pas qu'ils soient érodés, il ne faut pas qu'ils soient salinisés, il faut qu'ils maintiennent un taux d'humus. Je vais beaucoup parler du taux d'humus, mais c'est aussi la fertilité, vous pouvez aussi l'élargir à l'ensemble de l'écosystème. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les régions d'agriculture industrielle en France, le rendement du colza et du tournesol sont davantage menacés par l'effondrement des pollinisateurs que par la perte du taux d'humus des sols. Donc vous pouvez parler de fertilité de l'écosystème, que ses potentialités productives soient maintenues pour les générations futures, même si dans 30-40 ans il faudra produire autre chose, les demandes vont être hautes, il faut que ces potentialités productives restent intactes. Et y compris dans certains pays déficitaires, où j'ai beaucoup travaillé, on appelait ça le tiers-monde autrefois, des pays du Sud, vous allez voir que je vais plaider pour qu'on produise plus à l'hectare, plus et bien. Et il ne faudrait pas que, parce qu'il faut produire de toute urgence plus, pour que les gens soient moins déficitaires, moins dépendants des importations, moins dépendants d'une éventuelle guerre en Ukraine et ce genre de choses, il ne faudrait pas que, sur l'urgence de produire plus, on détruise les potentialités pour les générations d'après. Donc on est obligé, les enjeux, c'est quand même tout ça qu'il nous faut faire à la fois. En France, on verra, est-ce qu'il nous faut toujours produire plus à l'hectare? Ça, j'en suis pas sûr. Parce que notre agriculture, qu'on dit productiviste, capable de produire beaucoup à l'hectare, en fait, elle est très destructiviste. C'est-à-dire que pour produire, dans mon pays de Caume, en Normandie, un blé à 90 quintaux, pour produire 90 quintaux à l'hectare, il faut détruire des engrais, il faut détruire des pesticides, il faut brûler des carburants, il faut user des tracteurs. Bref, l'agriculture productive, elle est aussi très destructive. Et puis, il ne faudrait pas détruire l'humus, il ne faudrait pas détruire la fertilité non plus. Donc, ce qui est important en France, ce n'est pas de produire nécessairement plus à l'hectare, mais de produire plus de valeur ajoutée à l'hectare. La différence entre ce qu'on a produit et détruit. La contribution à ce qu'on appelle le revenu national net, en termes monétaires, après on parlera aussi de coûts en équivalent carbone, de coûts en énergie fossile, mais même en termes monétaires, améliorer un rendement en France, ce n'est pas l'accroître. Dans un grand nombre de régions, c'est diminuer le rendement, mais diminuer encore davantage ce qu'on a détruit, et donc accroître la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est le revenu de l'agriculteur, c'est ce qu'il va payer comme impôt, c'est ce qu'il va payer comme loyer, c'est ce qu'il va payer comme intérêt. Ça, c'est la répartition de la valeur, mais il faut déjà accroître de la valeur ajoutée à l'hectare. Donc en France, on peut s'autoriser, notamment pour tous les produits dont nous sommes excédentaires, la poudre de lait, le sucre, les céréales qu'on exporte vers l'Algérie, l'Égypte et le Sénégal, peut-être qu'on pourrait produire moins, mais mieux. Et d'ailleurs, ne pas exporter de blé au Sénégal, c'est peut-être permettre la survie de Sénégalais qui produisent du mil, du sorgho, qui ne seront pas concurrencés par nos blés, et eux pourront dignement produire par eux-mêmes leur nourriture, le mil, le sorgho, le niébé, la légumineuse, par eux-mêmes, sans dépendre de l'étranger. Donc les ruiner, eux qui travaillent à la main, avec notre agriculture motomécanisée, c'est pas leur faire du bien. Et donc l'idée que ce serait à nous de nourrir les pays du Sud déficitaires est une idée souvent fausse. Alors que peut-être que la Chine, très densément peuplée, continuera d'importer du soja du Brésil, peut-être qu'elle ne peut pas produire tout, mais les produits de première nécessité, il faut que ces pays puissent vraiment produire par eux-mêmes les produits de première nécessité sans avoir à dépendre de l'étranger. Il ne faut pas que nous les ruinons avec nos exportations d'une agriculture qui effectivement était à moindre coût monétaire. Alors à moindre coût monétaire parce qu'on a remplacé des gens par des machines. Et vous savez que, y compris remplacer des gens par des machines dans l'agriculture, ça peut être cause de chômage. Donc on verra ça dans les pays du Sud, surtout, permettre aux gens de ne pas être contraints de migrer vers les bidonvilles, de ne pas être contraints de migrer, traverser le désert libyen, la Méditerranée, dans les conditions que vous savez. Donc le droit des peuples à vivre correctement par eux-mêmes, voilà. Ça, ce sont les enjeux. Alors, adaptation au dérèglement climatique, atténuation du dérèglement climatique dans les enjeux. Si on pouvait moins émettre de gaz carbonique et même séquestrer du carbone dans le sol, ce serait quand même pas mal. Alors sachez qu'en France,
la contribution de l'agriculture française à dégager du gaz carbonique est faible. Parce qu'en fait, comme il y a des terres qui reviennent en friche, il y a des forêts qui reprennent, c'est le retour des loups dans certaines régions. Et donc, on séquestre du carbone dans la croissance des arbres parce qu'on a abandonné des terres qui étaient en culture. Je ne dis pas que c'est génial, mais en tout cas, ça séquestre du carbone. Et quand on fait le bilan, ben, la séquestration, les émissions de gaz carbonique, c'est surtout la consommation de carburant, effectivement, pour le tracteur, la moissonneuse-batteuse, la motopompe. Mais c'est aussi, ça on le verra, alors en termes d'énergie fossile, sachez-le, plus encore que le tracteur, la moissonneuse-batteuse et la motopompe, ce qui est très coûteux en énergie fossile, c'est fabriquer des engrais azotés de synthèse, urée, ammonitrate, sulfate d'ammonium, pour l'agriculture industrielle. Alors ça, on va devoir éviter ça, parce que c'est coûteux en énergie fossile et très émetteur de protoxyde d'azote, 298 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Donc si on veut réduire les émissions, notre contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique, il nous faut surtout diminuer les émissions de protoxyde d'azote, diminuer aussi les émissions de méthane et éventuellement de gaz carbonique, mais surtout, pour ce qui est du gaz carbonique, séquestrer du carbone dans l'humus des sols, fabriquer de l'humus, c'est d'intérêt général. Voilà les enjeux. Et il faut tout faire. Parce qu'on me dit, vous avez fait un inventaire, là, à la Prévert, il faut mettre des priorités. Non, non, non. Il faut nourrir correctement, durablement, l'humanité terrestre, pas de faim, pas de malnutrition, pas d'ingrédients, pas de dégâts sur le cadre de vie, pas d'algues vertes sur le littoral breton, pas d'atrazine dans l'eau du robinet, pas de dégâts dans la biodiversité, et puis respecter les générations futures, séquestrer du carbone dans les sols, moins mettre de gaz à effet de serre, il faut faire tout ça. Et du coup, la question légitime que vous pourriez vous poser, quelles sont les formes d'agriculture les plus à même de répondre à ces enjeux? Vous devinez la réponse, ça pourrait être l'agriculture biologique, j'en conviens. Mais, alors, déjà, je tiens à vous dire, il y a des agriculteurs qui font, et donc ce que moi je vais vous raconter, c'est les fondements scientifiques de pratiques agricoles qui existent déjà. Alors, qui peuvent progresser, on verra, tout peut progresser. Hein, et d'ailleurs, l'agriculture biologique a déjà beaucoup progressé, peut encore progresser, ça va de soi. Alors, allons-y, quelques bonnes nouvelles. S'il y a des bonnes nouvelles, pour savoir si on va pouvoir nourrir 8 milliards d'habitants aujourd'hui sur la planète, 10 milliards d'habitants dans le monde en 2050, alors déjà, faites très attention. S'il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de la faim et de la malnutrition, c'est pas parce qu'on ne produirait pas assez de nourriture. Il y a pléthore de nourriture disponible sur le marché mondial. Vous savez que pour nourrir correctement un humain, c'est un chiffre moyen que je vais vous donner, sans aucune carence, donc calories, protéines, etc., il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales par habitant et par an, y compris une partie de ces céréales pour faire quelques protéines animales et ce genre de choses. Mais 200 kg de céréales, ou d'équivalent, pommes de terre, manioc, igname, banane plantain, mais 200 kg. La production mondiale aujourd'hui est déjà de 330. Donc il y a pléthore de nourriture, et pourtant il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui fréquentent les restaurants du cœur en France, qui vont aller chercher les banques alimentaires. Mais pourquoi ont-ils faim? C'est parce que la France ne produirait pas assez de céréales, pas assez de lait, pas assez de sucre. Ça n'a rien à voir. C'est que les gens sont trop pauvres. Et même si nous sommes parvenus à produire moins cher des produits issus de cette agriculture industrielle, et bien même comme ça, il y a des gens trop pauvres qui sont obligés de mendier. Mais inutile de vous dire que quand je suis au Brésil, alors là, c'est beaucoup plus nombreux les gens qui souffrent de la faim, de la malnutrition. Et le pauvre Brésilien là, qui est dans le bidonville, il me raconte qu'il était ouvrier agricole. Il désherbait. Il a été remplacé par un désherbant, le fameux glyphosate. Et maintenant, il n'a plus d'emploi. Il est dans un bidonville. Et il n'a pas d'emploi, il n'a pas les revenus pour acheter le soja brésilien qui nourrit nos cochons. Nos cochons sont plus riches que des pauvres brésiliens. Mais c'est la faim, c'est la pauvreté en termes monétaires, c'est les écarts de revenus. Oui, il y a de l'alimentation qui est achetée par des riches, qui échappe à des pauvres, avec des riches qui parfois gaspillent. C'est pas seulement les gamins, c'est parfois on a mis dans le frigo, on n'avait même pas déballé, la date de péremption est passée, hop, on a jeté. Oui, il y a aussi de l'alimentation qui échappe à des pauvres parce que on gaspille la grande surface, elle voulait des tomates calibrées, et toutes les tomates qui n'étaient pas calibrées, on les a jetées.
N'empêche que ça a échappé à des pauvres et ça a été jeté à la poubelle. Oui, il y a de la nourriture qui échappe à des pauvres pour nourrir des cochons, pour nourrir des volailles. Le soja brésilien qui échappe à un Brésilien parce qu'il est trop pauvre nourrit les cochons plus riches que les pauvres Brésiliens. Alors, il paraît qu'il ne faut pas parler comme ça. Il paraît qu'il faut dire nos usines d'aliments du bétail sont plus solvables que des Brésiliens au chômage. Mais c'est la même chose. C'est les écarts de revenus qui font que oui, il y a du soja brésilien. Et vous savez que le Brésil exporte son soja, il exporte son maïs, il exporte sa viande, il exporte ses agrumes. Et il y a des gens qui souffrent de faim et de malnutrition en proportion bien supérieure au Brésil que chez nous. Et puis c'est vrai aussi, là il nous faudra regarder attentivement, qu'il y a du maïs qui sert à faire de l'éthanol, il y a de l'huile de colza qui sert à faire de l'agrodiesel, et il y a de la nourriture qui échappe à des pauvres qui ont faim, parce qu'il nous faut donner à boire à des voitures, il nous faut donner à boire à des avions. Donc il y a des gens riches qui fréquentent les voitures, les avions. Donc il nous faudra corriger ça. Mais déjà, savoir qu'il y a pléthore de nourriture et que si on la revenait, ça ne va pas être facile, j'en conviens, ça c'est pour le débat. Mieux redistribuer les revenus à l'échelle mondiale et faire en sorte qu'il y ait moins de gens pauvres. Et donc c'est une question sociale, pas seulement écologique, la question de répondre aux enjeux. Et vous allez voir que l'agriculture biologique, techniquement, on peut y parvenir, mais il y a aussi des enjeux sociaux, de moindre inégalité de revenus, et en particulier, nous, cesser d'appauvrir les pays du Sud, déficitaires, avec nos excédents exportés à bas prix. C'est la première des choses. Ne pas les contraindre à traverser le désert libyen, la Méditerranée, rejoindre les États-Unis, les Haïtiens, etc. Et vous connaissez tout ça. Donc voilà, chez nous, on pourra s'autoriser à produire moins mais mieux. Alors, on verra quand même plus de substituts au soja, ça, on va en reparler, de ce qu'il nous faudra produire plus, mais globalement, ce dont on est excédentaire, on va produire moins mais mieux, c'est contribution au revenu national net, et on verra, c'est aussi la contribution au développement durable. Alors voilà, on a besoin d'énergie dans notre alimentation. Celle qu'on va dépenser dans le travail, celle que je suis en train de dépenser avec vous en m'agitant là, en question, mais rassurez-vous, j'ai bien mangé à midi, j'ai trouvé mon énergie dans le repas. Donc l'énergie qu'on va dépenser, les battements du cœur, les déplacements, les loisirs, le match de foot, toute cette énergie qu'on dépense, on le trouve dans l'alimentation. Mais d'où nous vient cette énergie qu'on trouve dans notre alimentation? Alors je sais que vous le savez, mais justement, pourquoi donc est-on obligé de le rappeler? Ben, ça nous vient du soleil. C'est la plante qui, avec ses feuilles vertes, intercepte l'énergie solaire et transforme ça en énergie alimentaire. Les scientifiques appellent ça photosynthèse. Voilà, le jargon. Photosynthèse. Et la bonne nouvelle, on m'a dit qu'il n'y avait pas de pénurie de rayons solaires avant des milliards d'années. Donc je vous suggère, si vous en êtes d'accord, qu'on fasse un usage intensif à l'hectare de cette énergie gratuite, renouvelable, durable. Je ne veux plus voir un seul rayon du soleil tomber à terre. Vous allez voir, hein, il y a des champs juste à côté, hein, ici, hein, où vous allez voir, hein, le rayon du soleil qui n'est pas tombé sur la feuille de blé tombe sur la feuille de févrole ou sur la feuille de pois ou sur... Oh là là. Mais je veux que qu'il y ait une couverture végétale verte la plus totale et la plus permanente possible. Plus un seul rayon du soleil doit tomber à terre, il faut que ça tombe sur des feuilles vertes capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Et vous devinez, association de culture. Et puis, alors association de culture, ben, c'est pas le blé sans un coquelicot ni rien. Hein. Non, c'est entre les rangées de blé, on va semer d'autres plantes. Alors effectivement, moi ça fait un certain temps déjà, dans la Champagne-Crayeuse, l'agriculteur très fier me dit « Monsieur Dufuy, moi j'ai semé des lentillons entre mes rangées de blé. » Ah bon? Alors il m'explique, à juste titre, hein, que oui, ben, les rayons de soleil qui ne sont pas tombés sur la feuille de blé tombent sur la feuille du lentillon. Voilà. Et puis quand je vais au Mexique, ben, il y a le maïs, il y a un haricot volubile qui monte sur la feuille, le maïs, il y a un manioc, une tubercule, forme de gobelet en dessous à l'ombrage du maïs, et il y a toujours une pastèque, un melon, une plante rampante qui va intercepter les derniers rayons du soleil, mal intentionné, qui n'était pas tombé. Ça a tombé quand même sur une feuille verte pour fabriquer de la pastèque, du melon. Donc, association de culture. Ben, sachez qu'en France, ça se développe, notamment les producteurs bio, et notamment, donc ici, je crois que c'est le prototype de ce qu'il convient de faire, d'associer plusieurs espèces différentes, les uns, alors, ça peut être à différents ports, mais voilà, couverture végétale verte la plus totale possible. Première chose. Alors maintenant, je me dois d'être honnête avec vous. Je vous dis, il faut que la feuille soit verte. Une feuille morte
ne pratique pas la photosynthèse, ne transforme pas l'énergie solaire en énergie alimentaire. Mais il faut en plus que la feuille verte transpire. Et vous allez voir que le problème délicat pour répondre aux enjeux, c'est la gestion de l'eau. Parce qu'il est impératif pour que la plante puisse... Alors vous savez que l'énergie dont je vous parlais, les kilocalories, là, les 2200 kilocalories qu'on doit ingurgiter tous les jours, vous appelez ça glucose, glucides. Le fructose de la pomme, le saccharose de la betterave, mais ce sont des glucides, c'est des molécules carbonées. Vous pouvez appeler ça aussi les huiles. L'huile de colza, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, ces oléagineux, c'est des molécules carbonées. Dans notre alimentation, c'est les molécules carbonées, riches en carbone, qui nous fournissent cette énergie. D'ailleurs qu'on va dépenser, quitte à nous à refaire sortir ce carbone après en respirant. Mais voilà. Et d'où vient ce carbone que la plante utilise pour fabriquer les glucoses? Ça nous vient du gaz carbonique de l'atmosphère. Alors je vous pose la question. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? J'en vois qui sourit. Il y en a trop. Il y a trop de gaz carbonique, c'est un gaz à effet de serre. Donc je vous suggère que nous pratiquions en agriculture, qui va faire un usage intensif à l'hectare de ce gaz carbonique. La plante va prendre le gaz carbonique, elle va prendre le carbone, elle va libérer de l'oxygène. Ça n'a jamais fait mal à nos poumons, l'oxygène. Libérer l'oxygène de l'eau, j'en conviens, mais... Et avec ce carbone, la plante va fabriquer des glucoses, va fabriquer des lipides, va fabriquer de la paille, va fabriquer des racines. Et si la paille, c'est les racines, si ça se décompose bien après récolte, ça va fabriquer de l'humus et séquestrer du carbone dans l'humus des sols. Je suis pour l'agriculture intensive. Alors, tout dépend de qu'est-ce qu'on appelle intensif. De quoi on fait un usage intensif? Mais de l'énergie solaire, oui. Du gaz carbonique, oui. Indispensable. C'est gratuit, c'est renouvelable ou pléthorique. Mais voilà, il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante. Et le gaz carbonique rentre dans la plante par des petits trous. C'est les petits trous par lesquels la plante transpire. Voilà le problème. Et il est indispensable que la plante transpire. Or, la plante, elle est comme nous. Quand il fait chaud, quand il fait sec, quand il y a du vent, elle transpire beaucoup. Nous, il nous faut boire tout de suite, mais vous m'avez servi de l'eau, merci. Donc, si je me déshydrate, je peux boire tout de suite, je ne vais pas tomber malade. La plante, elle a un avantage sur nous, c'est que si elle n'a pas assez d'eau à boire dans le sol, ça peut être au mois d'août, par exemple, quand il ne pleut pas, si elle ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, elle peut momentanément, cette plante, arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater. Nous, on est incapable de faire ça. Nous, plus il fait chaud, plus on transpire. Elle peut complètement arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater. Ça peut durer quelques jours. Pour quelques plantes, ça peut durer quelques semaines. Pour de très rares plantes, plus d'un mois. Mais on dit que la plante résiste au stress hydrique en arrêtant de transpirer. Mais du coup, elle ferme les orifices par lesquels elle transpirait. Et du coup, elle vient de fermer les orifices par lesquels le gaz carbonique pouvait rentrer et l'oxygène ressortir. Donc un beau champ de maïs en monoculture dans le sud-ouest de la France. Voilà, on s'en rapproche. L'hiver, le sol est à nu, les rayons du soleil tombent à terre, c'est pas génial. Avril-mai, ça y est, enfin le maïs est semé, mais semé en culture pure, pas d'association. Des rayons du soleil qui tombent entre les rangées de maïs, c'est pas génial. Et quand au mois d'août, enfin, le maïs recouvre la presque totalité de la surface, les rayons du soleil peuvent tomber sur des feuilles vertes, mais si le maïs n'a pas assez d'eau à boire dans le sol, au mois d'août, il cesse de transpirer, les rayons du soleil ne servent plus à rien. Vous m'excuserez, mais la monoproduction de maïs dans certaines régions, alors évidemment il y a des exceptions, hein. La Bresse, il y a des orages, tous les Bresses mangent du maïs. J'ai pas de racisme anti-maïs, hein, faut pas. Surtout, il n'y a pas de dogme hein, en agroécologie, mais un certain nombre de principes généraux, et puis après on s'adapte aux conditions locales. Mais avoir fait remonter aussi loin au nord, dans les pays tempérés, une plante amérindienne, intertropicale, sachant que sous les tropiques, la saison chaude, c'est la saison des pluies, et chez nous, la saison chaude, c'est la saison sèche. Avoir fait remonter aussi loin des plantes comme celle-là, intertropicales, dans nos climats tempérés, c'est quand même une belle erreur. Alors évidemment, il y aura peut-être de la place dans les rotations, hein, oulala, attention, hein, moi j'ai rien contre la culture du maïs, mais il faudra peut-être l'associer, il faudra peut-être
que ce ne soit pas que ça, et peut-être qu'il y ait des plantes d'hiver plutôt que la monoculture de plantes d'été. Voilà, donc c'est ça le bon réflexe. Voilà, mais du coup, oui, il nous faut impérativement que la plante transpire, donc il faut emmagasiner de l'eau dans les sols. Et pour emmagasiner de l'eau dans les sols, quelle est celle qui nous est donnée gratuitement? C'est l'eau de pluie. Donc je vous suggère que nous fassions un usage intensif à l'hectare de l'eau de pluie. C'est celle-là qui nous est donnée gratuitement. Alors évidemment, on le sait, avec le dérèglement climatique, ça va nous être offert, mais de façon chaotique, aléatoire, des sécheresses, des inondations. Néanmoins, c'est ça dont on va faire l'usage intensif. Donc ça peut vouloir dire, je crois qu'on peut regarder par ici, peut-être qu'en récupérant l'eau des toits et en mettant ça dans des citernes, c'est quand même une eau gratuite. Donc on peut éventuellement irriguer, j'ai rien contre l'irrigation, mais effectivement, il faudrait que cette irrigation, l'eau d'irrigation, soit à partir d'une eau gratuite. On n'est pas obligé de pomper dans les nappes phréatiques et voir nappes phréatiques descendre. Éventuellement, on peut faire des petites retenues collinaires et autres, mais c'est bien l'eau de pluie dont il nous faut faire l'usage le plus intensif. Alors première règle, ça ne peut rien ne doit ruisseler. C'est terminé. Tout doit s'infiltrer. Donc on met des barrières au ruissellement. Là où on a retiré des haies, on va en remettre pour empêcher le ruissellement. Et la couverture végétale, quand il pleut, quand il y a une couverture végétale, le petit filet d'eau, il est arrêté soit par une racine, soit par une feuille morte, soit par une tige, soit par un ver de terre, mais il est arrêté. Il ne peut pas prendre du poids, il peut prendre du volume. On met des barrières au ruissellement. Couverture végétale et des haies en coupe de niveau, en tout cas pour empêcher le ruissellement. Et puis évidemment, il faut que le sol soit poreux. Alors moi, on m'a enseigné le labour. Maintenant, vous entendrez parler de zéro labour, de techniques culturales simplifiées, ou en tout cas pas d'excès de labour, attention. Le problème d'un excès de labour, surtout s'il est trop profond, c'est que vous mélangez la terre où il y a de l'humus avec une terre pas riche en humus, ça vous faites le plus grand tort. Donc effectivement, il nous faut aérer le sol, parce qu'il faudra quand même que la matière organique, vous savez, les feuilles mortes, les racines, tout ce qui s'est décomposé, soit quand même minéralisé, mais pas exagérément. Il ne faut pas que le carbone qu'on séquestre dans le sol, le carbone du gaz carbonique qui était dans les pailles, qui était dans les racines, qui éventuellement, les pailles servira à faire du fumier, le fumier sera composté, ce carbone servira à fabriquer de l'humus, mais il faut que ce carbone soit pas exagérément réoxydé. Donc aujourd'hui, on tente à minimiser le travail du sol pour éviter ça. Et puis c'est vrai qu'aussi que si on remet des vers de terre en pleine journée à la surface du sol, oulala, ça ne fait pas que du bien. Donc aujourd'hui, on est plutôt à vouloir faire en sorte que les sols soient un peu travaillés, mais peu travaillés, aérés, sans labour, et surtout sans labour excessif. Mais on veut que le sol soit poreux. Ben oui, on va faire confiance aux vers de terre, on va faire confiance aux cloportes, on va faire confiance aux coulamboles. C'est la biologie des sols dans l'agriculture de demain qui va permettre, et y compris parfois la fameuse mauvaise herbe. Dans les zones viticoles aujourd'hui, là c'est plus fréquent dans le Bordelais peut-être que dans d'autres régions, mais pour éviter que l'eau ne ruisselle, on remet des herbes entre les rangées de vignes. Ce qui était la mauvaise herbe devient une bonne herbe. Et ça empêche le ruissellement. Et puis quand l'herbe est sèche, là où il y a une racine, il y a une galerie qui permet l'infiltration de l'eau. Donc cette herbe, même si elle consomme de l'eau, permet d'emmagasiner plus d'eau dans le sol et finalement c'est favorable à la vigne. Donc aujourd'hui on revoit un peu mes cours formatés de quand j'étais jeune agronome. Heureusement, c'est des femmes malgaches analphabètes qui m'ont réinitié à l'agroécologie, qui m'ont dit qu'il faut analyser l'écosystème et sa complexité. J'ai vite été rééduqué. Ouf, heureusement. Mais en tout cas, il y a des fondements scientifiques derrière tout ça. Oui, c'est la biologie des sols. Alors là, par contre, je vous invite à retirer les produits acides. Parce que les cides, c'est pas seulement que ça fait du mal avec les perturbateurs endocriniens à la santé humaine, mais ça fait aussi beaucoup de mal à la santé du sol. Donc oui, on va devoir s'interdire un grand nombre de produits acides, pourquoi pas la totalité des produits acides, effectivement, pour maintenir la biologie des sols, notamment parce que cette biologie des sols contribue à la porosité des sols. Mais c'est pas seulement ça. Parce qu'il faut évidemment que l'eau rentre dans le sol au lieu de ruisseler, mais il faut aussi que l'eau soit retenue. Alors évidemment, ça va permettre de recharger les nappes phréatiques, on est bien d'accord, le surplus d'eau, puisque plus rien à ruisseler, il y aura pléthore d'eau, ça va recharger les nappes phréatiques, ça rejoindra peut-être la mer, mais très lentement après. Mais on veut que le maximum d'eau soit fixé à hauteur des racines, pour qu'au mois d'août, la plante, même quand il ne pleut pas, ait encore de l'eau en réserve à proximité de ses racines. Et ça, c'est l'argile et l'humus qui retient l'eau à hauteur des racines. Vous savez, l'humus, c'est cette partie noire dans la partie superficielle du sol.
Alors on ne peut pas enrichir un sol en argile, un sol sableux restera un sol sableux. Mais on peut enrichir un sol en humus. L'humus, c'est 50% de carbone, 5-6% d'azote. Le carbone, on l'a vu, c'est le carbone du gaz carbonique qui a été fixé par photosynthèse, qui a fabriqué de la paille, des racines, de la lignine, etc. Et quand ça se décompose, si les micro-organismes, ce sont des champignons et des bactéries, ces champignons et ces bactéries parviennent à décomposer ça, ça séquestre du carbone dans l'humus des sols, 50% de carbone dans l'humus des sols. Sauf que les micro-organismes, les champignons et les bactéries, si à ce moment-là précis manquent un peu d'azote, ont du mal à décomposer ces déchets végétaux. Donc oui, dans l'agriculture, on a besoin d'un peu d'azote, pas seulement parce qu'il faut fabriquer de l'humus 50% de carbone, 5-6% d'azote, avec un bon dosage carbone-azote, mais c'est que l'azote, c'est le constituant essentiel du produit de deuxième nécessité, nos protéines. Tous les jours, nous devons ingurgiter des protéines. Les protéines, c'est les constituants de tous les tissus du corps humain, la peau, les muscles, les ongles, les cheveux, le sang. Tout ça, c'est fait de protéines et il nous faut en réingurgiter tous les jours, parce que, non pas seulement parce qu'on se ronge les ongles, qu'on se coupe les cheveux, mais parce que tous ces tissus du corps humain s'usent, ça repart dans nos urines, et donc il faut renouveler nos protéines très régulièrement, et on les trouve dans l'alimentation. Protéines végétales, protéines animales. Et ces protéines, ce sont des molécules azotées. Elles ont besoin d'azote. Et où la plante trouve-t-elle de l'azote pour nous fabriquer des protéines? Dans l'azote de l'air. 79% d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi. Le reste, c'est l'oxygène. Et la plante fait l'usage de l'azote de l'air, sauf que, voilà, le délicat pour les protéines, alors on a vu, pour l'énergie, c'est la photosynthèse, le cycle de l'eau. C'est là-dessus qu'il faut porter toute notre attention. Maintenant, pour les protéines, le vrai problème, c'est que rajouter de l'azote sur une molécule carbonée, fabriquer une protéine, c'est coûteux en énergie. Et là, il y a bien deux méthodes. La méthode de l'agriculture industrielle, on veut qu'un blé soit riche en protéines, pour qu'il soit panifiable, on va lui apporter un engrais azoté de synthèse. Vous l'appellerez ça urée, ammonitrate, sulfate d'ammonium, fabriqué avec du gaz naturel, russe, et je dis russe pour vous faire peur. Énergie fossile. Alors, en fait, en France, c'est quand même du gaz naturel russe, y compris c'est aussi du gaz naturel liquéfié aujourd'hui, très coûteux depuis la guerre en Ukraine, et puis c'est un peu de gaz naturel norvégien, mais c'est d'énergie fossile. Cette dépendance, elle n'est pas seulement à l'égard d'éventuelles guerres ici ou là, cette dépendance, c'est la dépendance à l'égard des énergies fossiles. Il nous faut être très économe en énergie fossile, pétrole, gaz naturel, et la principale consommation d'énergie fossile de l'agriculture, je le disais tout à l'heure, c'est pas le carburant du tracteur, de la moissonneuse batteuse et la motopompe, c'est la fabrication des engrais azotés de synthèse pour l'agriculture industrielle. Donc on va devoir ne plus utiliser d'engrais azotés de synthèse. Y a-t-il une alternative? La réponse est catégorique, oui. Et tous les agriculteurs du monde entier, tous connaissent l'alternative. Ce sont des plantes, vous les appelez légumineuses, qui sont capables de nous fournir des protéines à partir de l'énergie solaire. Alors quand je parle de légumineuses, si vous voulez nourrir des herbivores, des chevaux ou des ruminants, vous appellerez ça luzerne, trèfle, sainfoin, lotier, vesse, etc. Si vous voulez nourrir des cochons, vous pouvez appeler ça soja, mais vous pouvez appeler ça févrole, pois fourragers, lupin. Et si vous voulez nourrir des humains, les légumes secs, riches en fibres, moins de cancer du côlon. Appelez ça lentilles, petits pois, haricots, le pois tout court, les fèves. Donc, dans aucun pays du monde, on ne manque de plantes de l'ordre des légumineuses capables de nous fournir ces protéines avec de l'énergie solaire. Si vous êtes au Mali, vous appellerez ça niébé. Si vous êtes à Madagascar, vous appellerez ça dolique. Si vous êtes en Haïti, vous appellerez ça pois Congo, en Brevard. Dans aucun pays du monde, on ne manque de plantes de l'ordre des légumineuses capables de nous fournir de l'énergie, des protéines à partir de l'énergie solaire. En fait, ce sont des bactéries qui s'incrustent dans la racine de la plante, donc s'incrustent dedans, se goinfrent des glucides, donc ça vient de l'énergie solaire, et du gaz carbonique. La plante a photosynthétisé des glucides avec tout ça, et ces bactéries se goinfrent et prolifèrent avec cette énergie, interceptent l'azote de l'air, fixent l'azote sur la molécule carbonée et refilent ça à la légumineuse.
On appelle ça une symbiose dans notre jargon. Donc vous voyez que c'est des interactions. Hein. Quand on pense monoculture, mono, machin, un truc, hein, on est à l'opposé. Justement, là, c'est des interactions entre des êtres dans lesquels il y a un microbe, un micro-organisme utile à la plante, puisque c'est ça qui va lui permettre de fabriquer des protéines en ayant utilisé l'énergie solaire, les glucides pour ce faire. Et donc oui, on peut être capable de produire des protéines à partir de ces légumineuses et d'énergie solaire. Alors vraiment, je me pose la question, pourquoi en France nous importons des protéines végétales, que ce soit pour l'alimentation humaine? Le cassoulet de Castelnaudary. J'étais à Castelnaudary il n'y a pas longtemps, et je posais la question, mais l'autre cassoulet, c'est bien un cassoulet origine France. Alors elle me dit, haricot de Tarbais. Ah bon, sur l'étiquette. Et quand il n'y a pas marqué sur l'étiquette, argentin, d'ailleurs. Mais faut-il nécessairement que nous importions des haricots d'Argentine pour faire un cassoulet en question? J'en suis pas sûr. Mais alors pour nos animaux, les cochons, les volailles, les graines de soja, les ruminants du tourteau de soja, transgéniques, importés du Brésil, d'Argentine et des États-Unis, ou du Uruguay et du Paraguay, en tout cas importés des Amériques. Pourquoi faut-il qu'en France, nous importions des protéines, des protéagineux, des Amériques, et pourquoi, en libérant éventuellement, en produisant peut-être moins de céréales, en faisant moins de dégâts au Sénégal, en exportant moins de blé là-bas, pourquoi on ne libérait pas des terres pour mettre davantage de légumineuses dans nos rotations, dans nos assolements et dans nos associations de culture, des légumineuses pour l'alimentation animale, pour l'alimentation humaine. Je suggérerais, j'ai mon programme, que sur le territoire français, pour nourrir des humains français, pour nourrir des animaux français, nous cultivons des légumineuses françaises qui intéressent l'azote de l'air français. Voilà. Plus franchouillard que machin, marque de fumier. Voilà, j'ai pas cité le jour d'élection, il ne vaut mieux pas citer de nom propre. Mais c'est pas franchouillard, parce que justement, les Brésiliens, quand je leur dis l'Europe devrait se protéger par des droits de douane importants, que les légumineuses françaises soient correctement rémunérées pour les agriculteurs, parce que c'est d'intérêt général en France, et nous cesserons d'importer votre soja. Vous savez ce qu'ils me répondent, les Brésiliens? Alors, il y en a toujours un, l'exportateur de soja, qui me dit « Oh, monsieur Dufumier, vous êtes un bon agronome, vous êtes peut-être économiste, vous n'avez pas lu Ricardo », j'ai lu Ricardo, vous n'avez pas lu les néoclassiques, j'ai enseigné les néoclassiques, vous ne connaissez pas la théorie néoclassique, il faut que chaque pays se spécialise selon ses avantages comparatifs, on appelle ça libre-échange, et vous avez des avantages pour faire du champagne, nous on a des avantages pour faire du soja, on va s'échanger soja et champagne, c'est gagnant-gagnant. Alors, je vais vous dire que j'ai des réponses à ça. Sauf que j'ai même pas besoin de répondre. Il y a tout de suite une multitude d'autres Brésiliens qui me disent « Monsieur Dufumier, vous écoutez pas, hein. Nous, on n'est pas fiers, monsieur Dufumier, de produire du soja pour nourrir vos cochons, vos volailles, vos ruminants. On voudrait que le soja nourrisse des Brésiliens. Des Brésiliens trop pauvres qui voient que leur soja nourrisse nos cochons. C'est tous les peuples du monde, tous, qui ont intérêt à gérer en circuit court la photosynthèse, les plantes carbonées, les céréales, les tubercules, et les légumineuses, le cycle de l'azote, et si possible, le plus étroitement possible. Et d'ailleurs, le paysan qui me disait cher, qui se met des lentillons entre ses rangées de blé, vous savez ce qu'il me raconte? Il savait qu'il parlait à un agronome, hein, donc il peut se faire. Vous savez, monsieur Dufumier, le bon dosage carbone-azote après récolte, eh bien, les micro-organismes trouvent le carbone dans la racine du blé, ils trouvent l'azote dans la racine du lentillon, moi c'est une forme de lentille dans la champagne crieuse. Bon dosage carbone-azote, et ça fabrique de l'humus sans même qu'on ait à mettre du fumier. Et je peux vous assurer, oui, c'est injurieux pour moi, grand défenseur du fumier. Je vous remercie d'avoir rigolé. Mes étudiants me disent que je suis tombé dedans à la naissance. Non, c'est pour des raisons objectives. Le fumier, c'est le carbone de la paille et c'est l'azote de l'urine. Mais franchement, pourquoi faut-il qu'en France, nous allons chercher de l'azote dans l'air brésilien, qui va servir à produire du soja, qui va être transporté en paquebot, qui va rentrer en Bretagne par le port de Lorient, pour nourrir des cochons, qui ne sont même plus élevés sur la paille, parce que la paille n'est plus en Bretagne, elle est dans le bassin parisien, et du coup l'azote de l'urine, ça ne fait pas du fumier, ça c'est du lisier, ça s'écoule, ça fait de très belles algues vertes sur le littoral. Franchement, aller chercher de l'azote au Brésil pour fertiliser des algues vertes sur le littoral breton, n'appelez pas ça circuit court. Et quand je pense que dans le bassin parisien, comme il n'y a plus l'azote de l'urine, on met l'azote de l'urée, engrais azoté de synthèse, fabriqué avec du gaz naturel, n'appelez pas ça circuit court. Notre agriculture d'industriel a tout faux. Elle a été capable de produire à de faibles coûts monétaires, ça c'est vrai. Il y a des coûts cachés,
Il y a des coûts environnementaux, il y a des coûts sanitaires qui n'ont pas été comptés. Le lait pas cher nous coûte très cher parce qu'il faut payer des impôts pour enterrer les algues vertes. Le pain pas cher nous coûte très cher parce qu'il faut dépolluer l'eau du robinet pour qu'elle n'ait pas d'atrazine. Et bientôt, pour qu'elle n'ait pas le métabolite du glyphosate. Donc oui, les coûts ne sont pas dans le prix du produit. On a remplacé des gens par des machines. On a fait comme dans l'industrie, agriculture industrielle. Donc oui, on a été capable de produire pour pas cher. Ceci étant, même aujourd'hui, il y a pire que nous en termes de... Comment voulez-vous que mon blé à 90 quintaux du pays de Caux puisse être compétitif avec un blé ukrainien à 35 quintaux, mais sur 1000 hectares, l'amortissement de la machine sur plusieurs milliers d'hectares. La betterave à sucre en compétition avec la canne à sucre pour faire de l'éthanol, mais c'est désuet, on ne peut pas être compétitif. De la poudre de lait pour que les petits Chinois n'aient pas de lait contaminé, en concurrence avec les Nouvelle-Zélande, où il n'y a pas autant d'hiver, pas autant de foin, ni d'ensilage, ni rien, parce que les animaux sont sans arrêt à l'herbage, mais inutile de vous dire qu'on ne peut pas être compétitif. Donc toutes nos filières bas de gamme, aujourd'hui, sont sans avenir monétaire et tous destructeurs de l'environnement. L'alternative, ça va être l'agriculture biologique qui va s'interdire effectivement les produits en CID, on l'a déjà dit, et qui va essayer, évidemment, en associant étroitement agriculture et élevage. Alors c'est l'association entre agriculture et élevage, c'est le fumier, c'est le compost, hein. Donc ça peut être des fumiers compostés, ça peut être aussi des composts à partir de résidus de culture, de résidus, nos biodéchets urbains et ce genre de choses, pas de plastique s'il vous plaît. Mais oui, un bon dosage carbone, azote, c'est le principe de l'agriculture biologique, ça va fabriquer de l'humus, on diminue le gaz à effet de serre, et l'humus, ça retient l'eau, ça retient les éléments minéraux, ça évite l'érosion des sols. L'humus a beaucoup de qualités. Ben oui, l'agriculture moderne, on n'est pas sans solution. Alors maintenant, et j'ai peut-être été trop long, il nous faut des éléments minéraux. Il nous faut du calcium. Remarquez, les falaises calcaires, à l'échelle mondiale, il y en a pour des millénaires. Hein. Donc c'est pas là où il y a des pénuries. Il nous faut du potassium. J'entends aussi des gens pas trop inquiets. Par contre, là, la finitude, là, la limite planétaire, c'est le phosphore. Alors là, pour le phosphore, il y a de grosses craintes. Parce qu'on nous dit que le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate, dans 3-4 décennies, ce coût hyper coûteux. Parce que, voilà. Alors déjà, on en a encore pour 3-4 décennies, mais même là, les agriculteurs parmi vous savez très bien que les engrais phosphatés, le coût s'accroît bien plus vite que l'inflation moyenne, parce que les pays qui ont des mines de phosphate nous font payer déjà cher cette perspective de pénurie. Donc oui, là, pour le phosphore, il va falloir être très astucieux. Et je pense qu'on nous a avertis un peu tard sur, effectivement, cette limite-là. Alors, évidemment, déjà ne pas gaspiller. Ne pas gaspiller le phosphore, mais la plante en a besoin, c'est dans son ADN, c'est dans la photosynthèse, elle joue un rôle essentiel. Nous, on en a besoin, et pas seulement pour phosphorer. Hein, ça, le phosphore, chez nous, ça a beaucoup de fonctions dans le corps humain. Mais du coup, oui, il nous faut... Et c'est vrai que plus on en prend dans le sol, plus il faut envisager d'en remettre. Et du coup, la question va, où va-t-on en trouver? Alors ne pas gaspiller, c'est un peu comme pour l'azote de l'urine. Hein. Si le phosphore qu'on a mangé et qu'on rejette dans nos urines, si on pouvait éviter de faire fertiliser les algues vertes et que ça puisse retourner dans les sols, ce serait bien. Alors, pour les effluents d'élevage, c'est le fumier. Pour les eaux usées humaines, c'est vrai que les boues d'épuration sont riches en phosphore. Mais si nos eaux usées humaines ont fréquenté des eaux industrielles avec du mercure, du plomb, du cadmium, oulala, prudence. Donc là, il y a une vraie limite. Hein. On n'a pas séparé la circulation des eaux usées humaines et industrielles. Donc, il faut au moins faire des analyses des boues d'épuration pour savoir s'il n'y a pas de métaux lourds. Donc, parce qu'effectivement, dans les ingrédients aussi qui peuvent être néfastes dans notre alimentation, ce sont les métaux lourds. Voilà. Alors, où est-ce qu'on pourrait trouver du phosphore ailleurs? Alors, il y en a quand même. Est-ce qu'on peut en trouver beaucoup? Alors, j'aurais envie de dire oui, quand même. Mais derrière le quand même, c'est qu'il y en a oui, beaucoup, mais à faible dose. Et où ça? Dans la roche, mer, dans le granit, le grès, le schiste, le basalte, le calcaire, ce sont des éléments minéraux. D'ailleurs, les éléments minéraux qu'on a trouvés dans le sol viennent de la roche quand elle a été altérée et quand le sol s'est constitué. Et c'est vrai que plus on en prend, il faut évidemment envisager d'en remettre. Alors, réduire ces roches, granit, basalte et autres, en poudre extrêmement fine, pour en faire un fertilisant naturel, tant qu'on dépend d'énergie fossile, oubliez. Les agriculteurs bio qui utilisent, très peu en France, hein, mais du phosphate naturel, sachez que déjà il faut réduire ce phosphate naturel en poudre extrêmement fine, donc pour que ce soit assimilable.
Donc tant qu'on dépend d'énergie fossile, je pense qu'il y en a encore pour 2-3 générations, il ne faut pas... Après, on pourra, dans des déserts, dans des lieux où il n'y a pas d'agriculture, on pourra creuser ces roches et les réduire en poudre fine, mais il faut ne pas dépendre d'énergie fossile. Mais par contre, tous les jours, la roche est altérée en sous-sol. Elle libère des éléments minéraux. Et ces éléments minéraux ne sont pas accessibles à une racine de blé. Ce n'est pas accessible à une racine même de luzerne. Enfin, les racines de luzerne sont parfois un peu profondes. Mais ça peut être accessible à des racines d'arbres. S'il y a des arbres à racines profondes, d'où le choix, dans les bocages, de choisir des variétés d'arbres et des espèces d'arbres à racines profondes. Si l'arbre avec ses racines profondes a le contact avec le granit, le blé, le granit, le schiste, etc., et bien quand la roche est altérée, l'arbre va puiser ça, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille tombe à terre, ça fertilise la couche arable. Oui, l'arbre va devoir être réintroduit dans nos systèmes de culture et nos systèmes d'élevage. On va réembocager, on va remettre des haies là où on en a retiré, on va devoir en mettre là où on n'en avait pas beaucoup, on va remettre des pommiers dans la prairie. Le pommier peut jouer un rôle fertilisant et pas seulement producteur de pommes. Et puis ici dans la haie, la chute des feuilles, ça peut contribuer à la fertilité. Donc la haie, ça empêche le ruissellement, la haie, ça peut éviter de servir de brise-vent, et la haie peut contribuer à fertiliser les sols. Mais si en plus, vous avez des champignons, on les appelle champignons mycorhiziens, vous savez, un peu comme la truffe, qui s'incruste dans la racine du chêne et nous fournit un champignon pour les gourmets, eh bien, vous avez d'autres champignons mycorhiziens, moins bons à manger, je vous le dis tout de suite, un espèce de moisi, qui s'incruste dans la racine de l'arbre, se goinfre des glucides, donc toujours l'énergie nous vient du soleil, c'est parce qu'il se goinfre des glucides photosynthétisés par la plante, et avec cette énergie développe cette espèce de moisi, ce mycélium comme on dit, vous savez, ces filaments extrêmement fins, et voilà que ces champignons vont aller en beaucoup plus grand nombre auprès de la roche-mère, le granit, le granuschiste, pour puiser les éléments minéraux, et refiler ça à l'arbre dont ils avaient tiré l'énergie. Et vous avez 80% des plantes annuelles qui sont capables d'héberger des champignons mycorhiziens, qui s'incrustent dans la racine, se goinfrent des glucoses photosynthétisées par la plante, développent un mycélium, et là, à l'horizontale, vont aller débusquer des éléments minéraux qui sont déjà dans le sol, mais qui sont coincés dans les argiles, entre les feuillets dans les sites internes de l'argile. C'était des éléments minéraux qui autrefois étaient dans la roche-mère, mais quand le sol a été constitué, ben ça a été coincé dans les argiles, et les plantes avec les racines les plus filamenteuses ne parviennent pas à retirer ces éléments minéraux, et notamment le phosphate. D'ailleurs, tous ceux d'entre vous qui faites des analyses de sol avec les phosphates, vous regardez les deux chiffres que vous donne le laboratoire, le phosphate assimilable et le phosphate total, et l'écart est grandiose. Donc on n'est pas sans phosphate dans les sols, sauf que les plantes ne parvenaient pas à l'épuiser, mais les champignons mycorhiziens, tellement fins, parviennent à les épuiser, le solubiliser, le refilent à la plante dont il avait tiré l'énergie. Nouvelle symbiose. Ah oui, pour ressusciter les champignons mycorhiziens, on va s'interdire les fongicides. Parce que si pour soigner une plante, on commence à mettre un fongicide qui tombe à sol et ça détruit la fertilité des sols, donc ça y est, les enjeux de l'agriculture moderne de demain, pour répondre à ces enjeux, ben, il y a des formes d'agriculture qui relèvent d'une agroécologie scientifique. Donc l'agroécologie, ce n'est pas une pratique agricole, mais c'est un moyen, une source d'inspiration dont on peut s'inspirer pour pratiquer des formes d'agriculture alternatives pour répondre aux enjeux dont on parlait tout à l'heure. Et vous l'avez deviné, l'agriculture biologique qui s'interdit les entrains de synthèse, qui s'interdit les insecticides, les pesticides, les herbicides, qui s'interdit les fongicides, qui ne détruit pas les champignons mycorhiziens, qui respecte les vers de terre, qui associe l'agriculture-élevage, séquestre du carbone dans les sols, ben c'est celle qui relève le plus de l'agroécologie scientifique, même si elle pourra progresser. C'est quand même vrai que les pesticides naturels, prenez le cuivre par exemple dans les vignes, donc on considère comme naturel, ben, alors pour la santé humaine, sachez que ça ne fait pas trop de mal. Dans notre alimentation, nous manquerions plutôt, sauf les grands mangeurs d'huîtres parmi nous, nous manquerions plutôt de cuivre dans notre alimentation, comme oligo-éléments. Mais par contre, pour les champignons mycorhiziens, oui, le cuivre, ça fait quand même le plus grand tort. Donc oui, aujourd'hui, réinoculer nos sols avec évidemment des engrais organiques autonomes et avec des bactéries utiles, avec des champignons mycorhiziens utiles, et bien effectivement, c'est la biologie, hein. Ben oui, nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière, sans préjudice pour les générations futures, sans algues vertes sur le littoral breton, sans atrazine dans l'eau du robinet,
Ben oui, techniquement parlant, sachez-le, oui, c'est possible. Voilà. Si la question n'est que technique, vous avez toutes les raisons d'être optimiste. Si maintenant vous me dites, non, non, mais la question est politique, là vous avez le droit de ne pas me poser la question, de savoir si je suis optimiste ou pessimiste. Voilà, merci bien pour votre attention.